Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le cadeau de Noël le plus immonde jamais offert. Il était une fois un garçon de 8 ans très sage qui s'appelait Miles. Il faisait tout ce que les enfants sages sont censés faire, presque tout le temps. Il mangeait tous ses légumes, sauf les carottes. Il faisait tous ses devoirs, sauf cette fois où il a oublié de finir son travail. Il était toujours gentil avec ses amis, sauf cette fois où il a crié sur son camarade Tony. Et il ne répondait jamais à ses parents, et ne se fâchait jamais contre eux, à de très très rares exceptions près. Oui, il était presque parfait, et ses parents étaient ravis de l'élever, presque tout le temps. Ce garçon a existé il y a plus de 30 ans, et d'une certaine manière, il existe toujours. Ce garçon, c'est moi. Et il fera toujours partie de qui je suis. Je me souviens de toutes les transgressions que j'ai commises dans mon enfance, non seulement parce qu'elles étaient rares, mais parce qu'elles ont fini par façonner ma vie d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. De toutes mes bêtises, celle qui me revient le plus clairement à l'esprit est la dernière fois où j'ai crié sur mes parents. Ce qui est drôle, c'est que même si je me souviens avoir été en colère et que je me souviens de chaque mot que j'ai dit, je ne me souviens pas exactement pourquoi j'étais en colère. Quand j'essaie de réfléchir à la raison, c'est comme si je regardais une feuille blanche dans mon esprit. Je peux vous dire par contre avec certitude que ce n'était rien que mon moi adulte trouverait important. Mais je sais que cela me semblait important à l'époque. C'était 2 jours avant Noël, et les mots que j'ai prononcés m'ont semblé étranges lorsqu'ils sont sortis de ma bouche. Probablement parce que je n'avais jamais rien dit de tel auparavant. « Partez! Je ne veux plus que vous soyez ici! Je ne veux plus jamais que vous me parliez !» Je pouvais voir la douleur dans les yeux de mes parents alors que je leur lançais ma tirade. Même aujourd'hui, je suis surpris de l'effet profond que les mots de mon moi de 8 ans ont eu sur eux. Leur consternation se mêlait à un choc évident en m'entendant m'emporter. Ma mère avait un regard à la fois confus, triste et en colère. Mon père était plus difficile à déchiffrer, mais je savais qu'il n'était pas content. Malheureusement, leurs expressions font partie des derniers souvenirs que j'ai de mes parents. Leurs regards désemparés sont gravés dans ma mémoire, de visages qui font désormais partie intégrante de mon psychisme. Lorsque le réveillon de Noël arriva, tout avait été pardonné. Quel que soit le problème, il avait été résolu. Ma mère avait préparé un dîner spécial à base de jambon et nous avions allumé un grand feu dans la cheminée. La maison était chaleureuse et très confortable. Et après le dîner, je me suis assis pour siroter une tasse de chocolat chaud à la menthe poivrée. Je ne croyais plus au Père Noël, mais cela ne m'empêchait pas de ressentir l'excitation naturelle des fêtes de fin d'année. Je m'endormis cette nuit-là en regardant les lumières éblouissantes et les décorations brillantes qui ornaient notre sapin de Noël. Je me souviens vaguement que mon père m'avait porté jusqu'à ma chambre et m'avait donné un petit baiser sur le front. Je me réveillais plus tard dans la nuit avec la sensation que quelqu'un me piquait le dos avec son doigt. « Réveille-toi, petit !» C'était une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Une voix d'homme avec un léger accent traînant. J'ai ouvert grand les yeux et je me suis instinctivement roulé hors du lit, complètement paniqué. Je suis tombé par terre et j'ai appelé mon père à l'aide. J'étais coincé dans un coin de ma chambre. Je pouvais voir clairement la silhouette de l'homme se profiler devant moi. Une petite lueur rouge provenait de la cigarette qu'il tenait à la main. Je me suis figé, terrifié par cet inconnu qui avait envahi ma maison. L'homme m'a parlé à nouveau. « Tais-toi, il ne peut pas t'entendre de toute façon. » Il porta sa cigarette à ses lèvres et tira une longue bouffée. Son visage fut alors éclairé par la lueur rouge et je pus voir ses yeux enfoncés, ses doigts sales et ses longs cheveux noirs. « Mais moi, gamin, je t'entends. Je t'entends mieux que quiconque, d'une manière que tu ne peux même pas comprendre. » Il pointa son doigt vers son front tout en parlant. Je ne répondis pas, mais malgré la peur, je ne pus m'empêcher de me demander qui était cet homme. Il hocha la tête, comme s'il savait exactement ce que je pensais. « Ah ah ah! Alors tu aimerais savoir qui je suis. Eh bien,
Je suis celui qui est connecté à ton esprit. Je suis celui qui est là depuis longtemps. Et surtout, je suis celui qui donne aux enfants ce qu'ils demandent. » Il me regarda droit dans les yeux, envahissant mon esprit et lisant mes pensées. « Non, petit, je ne suis pas le Père Noël. » Il était agité. « Mais, putain, t'es stupide ou quoi? Est-ce que je ressemble vraiment à ce gros connard? Non, moi je suis bien mieux que ça. Je ne juge pas et je ne fais pas de discrimination. Je donne aux enfants ce qu'ils demandent. Aux bons enfants comme aux mauvais. » J'ai finalement trouvé le courage de parler, même s'il semblait n'avoir aucun mal à répondre à mes questions avant même que je les pose. Je n'ai rien demandé. Ma voix tremblait pendant que je parlais. « Bien sûr que si. Tu voulais que tes parents s'en aillent? Je t'ai entendu haut et fort. Haut et fort. Ce n'est pas très gentil de ta part. Je dirais que ça fait de toi un vilain petit garçon. Mais ne t'inquiète pas. Comme je t'ai dit, je ne fais pas de discrimination. » Mais je ne veux pas qu'il s'en aille. » Il secoua la tête. « Tu l'as dit. Tu le pensais à ce moment-là. Je t'ai entendu. Je n'entends pas tous les enfants. Seulement certains d'entre eux. Et c'est toi que j'entends le plus fort. » Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, mais leur présence ne semblait pas changer l'habitude du visiteur à mon égard. « Eh bien, petit, je voulais juste te rencontrer et voir qui était cette voix qui hurlait dans ma tête ces derniers jours. » Il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte. « Allez, je dois y aller. Il est temps de te donner ton cadeau et de m'en offrir un, moi aussi. Joyeux putain de Noël, petit. » Il jeta sa cigarette dans un coin de ma chambre en passant la porte, répétant ces mots tandis qu'il s'éloignait dans le couloir en direction de la chambre de mes parents. « Joyeux putain de Noël, joyeux putain de Noël, joyeux putain de Noël !» La porte de ma chambre s'est fermée, même si l'homme lui-même n'avait fait aucun effort pour la fermer. J'ai crié à tue-tête pour appeler ma mère et mon père. À ce jour, je ne sais toujours pas s'ils m'ont entendu. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai courageusement couru hors de ma chambre pour les avertir, mais je suis resté recroquevillé dans un coin, pleurant et effrayé. J'ai tendu l'oreille pour voir si je pouvais entendre des bruits de lutte ou les cris de mes parents même, mais je n'ai rien entendu. Les heures ont passé et j'ai vu le ciel passer du noir au gris, puis à l'orange. J'ai attendu que ma mère et mon père me trouvent. Le ciel orange est devenu bleu au fil de la journée, mais ils ne sont jamais venus. Un silence absolu régnait dans la maison, mais je suis resté assis là. C'est bien plus tard dans l'après-midi que j'ai finalement quitté ma chambre. Je savais que je ne pouvais pas rester là éternellement. Je me suis approché lentement de ma porte sur la pointe des pieds et je l'ai ouverte de quelques centimètres. En regardant depuis l'intérieur de ma chambre, la maison semblait normale. Tout ce que je pouvais apercevoir était à sa place. J'ai ouvert la porte en grand, m'attendant presque à voir l'homme de la nuit précédente me sauter dessus. Mais cela ne s'est pas produit. Ma voix a rompu le silence. « Maman ? Papa ?» Pas de réponse. En essayant de rester aussi silencieux que possible, j'ai marché lentement dans le couloir vers la chambre de mes parents. Leur porte était entr'ouverte. « Papa ?» J'ai posé ma main sur leur porte. « Maman ?» J'ai poussé la porte et j'ai regardé à l'intérieur. Je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai vu. Pour être clair, je suis parfaitement conscient du sort qui a frappé mes parents, d'après ce qu'on m'a raconté plus tard. Mais je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai réellement vu pendant cet horrible moment. C'est un événement traumatisant que mon esprit sain a tout simplement refoulé. Même aujourd'hui, lorsque je revis les événements de cette nuit dans mes rêves, la scène devient blanche lorsque j'ouvre la porte. Mon souvenir suivant est celui de moi, allongé dans la rue, juste devant ma maison, criant et agitant les bras frénétiquement. La famille Porter, qui habitait à côté, a été témoin de ma détresse depuis la fenêtre de son salon. Monsieur Porter est sorti de chez lui et s'est précipité vers moi, comprenant immédiatement que quelque chose n'allait vraiment pas. « Ils sont morts !» C'est tout ce que j'ai pu dire. Je l'ai répété encore et encore.
Madame Porter a suivi son mari et m'a réconforté pendant qu'ils allaient vérifier l'intérieur de ma maison. 1 minute plus tard, il est sorti et a rapidement vomi dans les buissons. Personne ne m'a jamais raconté en détail ce qu'ils avaient trouvé dans cette chambre, du moins pas directement. On m'a expliqué qu'une personne très méchante s'était introduite chez moi et avait assassiné mes parents, même si je le savais déjà. Ce qu'on m'a caché à l'époque, c'est qu'ils avaient été décapités. Les coupures étaient nettes, presque chirurgicales. Les 2 corps gisaient sur le lit, comme s'ils dormaient quand cela s'était produit. Le pire, c'est que leurs têtes avaient disparu, introuvables. Leurs corps avaient été éventrés et d'étranges symboles avaient été dessinés sur le mur avec du sang. À part le carnage lui-même, absolument aucune preuve matérielle n'a été découverte sur les lieux. Pas une seule empreinte digitale, pas un seul cheveu, pas une seule empreinte de pas. Rien. La police a écouté mon récit lorsque j'ai été prêt à parler. J'ai appris plus tard que j'ai été considéré comme un témoin peu fiable, principalement parce que les détails de mon récit ne correspondaient pas à l'absence de preuves matérielles. Un détective spécialement formé, qui est devenu mon nouveau thérapeute, s'est assis avec moi pour passer en revue ce que j'avais dit à la police. L'homme, il ne portait pas de gants ? J'ai secoué la tête pour dire non. Je me souvenais clairement de la cigarette dans sa main, et il n'y avait pas de gants. Et il a jeté la cigarette par terre quand il a fini de la fumer ? J'ai hoché la tête pour dire oui. Et il a fermé ta porte quand il a quitté ta chambre ? J'ai secoué la tête pour dire non. Puis j'y ai réfléchi et j'ai hoché la tête pour dire oui. Je n'étais vraiment pas sûr. Le détective a pris des notes pendant que je parlais. Il a hoché la tête aimablement, mais même alors, j'ai pu voir l'expression étrange sur son visage lorsque je lui ai dit que l'homme avait lu dans mes pensées. La seule chose que je n'ai jamais dite à la police, c'est que 2 jours avant les meurtres, j'avais demandé à mes parents de partir. Le portraitiste est venu ensuite. Il a commencé par dessiner des schtroumpfs pour moi, puis il m'a lentement aidé à me souvenir de l'apparence du meurtrier. J'ai apprécié ses efforts. Quand il a eu fini, le dessin ressemblait un peu à l'homme dont je me souvenais, mais pas exactement. J'ai été recueilli par la sœur de ma mère, tante Janine, et son mari, mon oncle Anton. Aussi malheureux que j'ai été avec la mort de mes parents, je dois dire que j'ai eu presque autant de chance d'avoir ces 2 personnes dans ma vie. À part mes parents, ils étaient probablement les meilleures personnes au monde avec lesquelles j'aurais pu vivre. Quand je repense à ma vie, je dois dire qu'aujourd'hui il me manque autant que mes parents. Janine travaillait comme chef de bureau, mais elle a pris un congé pendant les premiers mois qui ont suivi les meurtres afin de pouvoir rester à la maison pour s'occuper de moi. Anton travaillait pour une entreprise de sécurité domestique. C'était le genre d'homme qui avait toujours le sourire aux lèvres, à tel point qu'il était impossible de l'imaginer en colère. Il établissait instantanément des liens avec les gens et dégageait une telle assurance que les gens cherchaient inconsciemment à obtenir son approbation. Janine et Anton n'avaient pas d'enfants, et ils avaient toujours été très généreux avec moi. Je les connaissais bien, il m'a donc été facile de m'intégrer dans leur vie. D'ailleurs, je me suis efforcé de ne leur causer aucun souci, et je ne leur ai rien demandé. Ma conversation avec le meurtrier ne m'a jamais quitté, et j'entendais chaque jour résonner dans ma tête un mélange de ses commentaires. Je donne aux enfants ce qu'ils demandent, aux bons enfants comme aux mauvais. Je ne savais pas ce que cet homme donnait aux bons enfants, mais je comprenais très bien ce qui arrivait aux mauvais. Il m'a fallu 2 mois avant de me sentir prête à retourner à l'école. Janine et Anton, et même l'administration de l'école, m'ont beaucoup aidé et se sont montrés très compréhensifs tout au long du processus. Mes camarades de classe m'ont accueilli avec des sourires et des mots d'encouragement. On dit souvent que les enfants peuvent être cruels, mais je pense qu'il est encore plus vrai qu'ils peuvent être gentils et solidaires. Je ne saurais pas trop insister sur le fait que retrouver tous mes amis m'a beaucoup aidé dans mon processus de guérison. Mon anxiété a commencé à s'estomper et mon thérapeute a déclaré que c'était une étape importante pour moi. Malgré les progrès réalisés dans ma guérison psychologique, plusieurs pensées me hantaient sans cesse. La première
était la culpabilité que je ressentais d'avoir demandé à mes parents de partir. Je savais très bien que le meurtre de mes parents n'était en aucun cas de ma faute, mais une petite voix me tourmentait sans cesse. Je leur avais demandé de partir, et c'est exactement ce qui s'était passé. La deuxième pensée était que le meurtrier reviendrait à Noël suivant. Au début, tous les adultes m'ont assuré qu'il serait rapidement arrêté. Puis lorsque cela ne s'est pas produit, ils m'ont promis qu'ils ne pourraient jamais mettre la main sur moi et que j'étais en sécurité. Je me suis toujours demandé sur quoi ils se basaient pour dire ça, mais ils ont veillé à ce que je ne sois jamais seul. Et lorsque Janine a repris le travail, elle ne l'a fait qu'à temps partiel afin de pouvoir venir me chercher à la sortie de l'école. J'avais également du mal à accepter les aspects les plus incroyables de ce qui s'était passé cette nuit-là. J'essayais de me convaincre, chaque jour, que le meurtrier était un homme normal et que mes souvenirs fantastiques n'étaient que le fruit de mon imagination. Mais tout comme la culpabilité que je ressentais, la pensée troublante que cet homme était plus qu'un simple homme ne disparaissait pas complètement. Pour les victimes de traumatisme, les anniversaires peuvent souvent déclencher des symptômes tels que la dépression et la peur. Pour moi, Noël était l'anniversaire de mon pire souvenir. À la fin de l'été, Janine et Anton, ainsi que mon thérapeute, ont décidé très tôt que Noël ne serait pas célébré dans notre foyer cette année-là. Personne ne pensait que j'y serais prêt, et ils avaient raison. Comme nous savions que Noël serait un jour comme les autres pour nous, Janine et Anton ont organisé une grande fête d'anniversaire en octobre de cette année-là, lorsque j'ai eu 9 ans. Il semblait que toute la communauté était présente. Nous avions une structure gonflable, des poneys et même un magicien. Tout le monde, y compris moi, a passé une excellente journée. C'était probablement la première fois en 10 mois que je souriais. Bien sûr, j'avais déjà souri jusqu'à présent, mais je parle ici d'un sourire qui montre les dents et dont la joie sur le visage ne peut être confondue. Malheureusement, la joie de mon anniversaire ne pouvait pas durer éternellement. Inévitablement, les signes de Noël ont commencé à apparaître peu après Halloween, et mon anxiété a commencé à augmenter. Même si nous n'allions rien célébrer, Noël serait impossible à ignorer. Les lumières de Noël, les vitrines des magasins, les publicités télévisées, les chansons de Noël diffusées dans les haut-parleurs. Comment éviter tout cela et continuer à fonctionner dans la société ? Bien qu'il fût impossible d'éviter complètement ces signes avant-coureurs, Janine et Anton ont fait un effort concerté pour minimiser mon exposition. Au lieu de me laisser regarder mes émissions de télévision, Anton m'a appris à jouer aux échecs, et nous y jouions tous les soirs. La plupart du temps, ils évitaient de m'emmener dans les magasins et me gardaient à la maison ou à proximité autant que possible. Éviter ces déclencheurs m'a probablement aidé dans une certaine mesure, mais je ne parvenais toujours pas à me débarrasser de cette sensation d'oppression dans la poitrine que je ressentais chaque matin au réveil. J'ai réussi à éviter toutes sortes de dépressions jusqu'au 21 décembre. Tante Janine, qui s'occupait de moi, était restée chez elle pendant un temps excessivement long. Finalement, après notre 5e partie de Rami consécutive, elle en a eu assez. Elle a jeté ses cartes. « Tu sais quoi, Miles ? On est resté enfermés trop longtemps. Sortons d'ici. Allons manger une glace. Une petite sortie ne fera pas de mal, d'accord ?» J'ai souri en réponse. « D'accord. » Une glace, ça me semblait une bonne idée, même en plein mois de décembre. Tante Janine, qui était bavarde de nature, a entretenu la conversation tout le long du trajet jusqu'au glacier. Je suppose que c'était sa façon d'essayer de détourner mon attention des lumières et des vitrines que nous croisions. Et ça a marché. Poser des questions à un enfant sur ses super-héros préférés, et il sera assez préoccupé par le sujet pendant qu'il en parle, même pour les plus calmes. Nous sommes entrés dans la boutique. J'ai commandé une double boule de glace au chocolat et au brownie. Nous nous sommes assis pour manger nos glaces. Tante Janine continuant à discuter avec moi. Pendant un bref instant, la vitrine scintillante d'un magasin de jouets voisin a attiré mon attention. Il y avait une affiche grandeur nature collée dans la vitrine. C'était une photo du Père Noël sur un toit, dans une position qui semblait indiquer qu'il s'apprêtait à descendre dans une cheminée. Des lumières de Noël éclatantes entouraient la vitrine
et de grands mots formaient la phrase « Que veux-tu pour Noël ?» J'ai essayé de détourner le regard, mais les lumières colorées ont obscurci ma vision, s'agrandissant jusqu'à se confondre pour finalement créer une grande lumière blanche. « Miles ? Miles !» La voix de ma tante devenait de plus en plus pressante. Je me suis soudain rendu compte qu'elle m'appelait depuis plusieurs instants. La coupe de glace m'est tombée des mains. Je veux juste les récupérer. À ce moment-là, les larmes ont coulé librement. Je ne pouvais penser à rien d'autre. J'étais hystérique. Tante Janine s'est rapidement approchée de mon côté de la table. « Oh mon Dieu, Miles, je suis vraiment désolé. » Elle m'a attrapé et m'a serré fort dans ses bras. Je lui ai rendu son étreinte, la serrant aussi fort que possible. « C'était une mauvaise idée, je suis vraiment désolé, mon chéri. Je suis désolé de t'avoir emmené ici. Oh, c'était stupide de ma part. Je suis vraiment désolé, il me manque aussi. » Il a fallu au moins 15 minutes à ma tante Janine pour me calmer suffisamment pour que nous puissions quitter le magasin. Nous avons laissé nos glaces à moitié mangées. Aucun autre incident ne s'est produit au cours des 2 jours suivants, et mes interactions avec Anton et Janine m'ont aidé à me distraire. Enfin, le réveillon de Noël est arrivé. J'étais silencieux toute la journée, encore plus que d'habitude. Anton l'a remarqué et m'a parlé après le dîner. « Ça va, mon grand ?» J'ai hoché la tête pour dire oui. Malgré mon assurance que tout allait bien, il voyait bien que ce n'était pas le cas. Il savait presque exactement ce que j'avais en tête. « Viens ici, Miles, je vais te montrer quelque chose. » Je l'ai suivi jusqu'à la fenêtre du salon où il a écarté les rideaux. « Tu vois ces fenêtres ?» Il a tapé du poing sur la vitre pour me montrer à quel point elle était solide. Ce sont les fenêtres les plus résistantes qui existent pour les habitations. C'est mon entreprise qui les a installées. Elles sont incassables et il est impossible de les ouvrir de l'extérieur. Je fixais la fenêtre, tandis que de l'autre côté, l'obscurité enveloppait la maison. Il m'emmena vers la porte. « Tu vois comment elle est solide. Il faudrait un char d'assaut pour enfoncer cette porte. La porte arrière aussi. Et il n'y a pas d'autre moyen d'entrer. » Il me conduisit vers le panneau de contrôle de l'alarme qui se trouvait sur le mur. « Ça, c'est le meilleur système qui existe. Je l'ai installé moi-même. » Il s'agenouilla pour se mettre à ma hauteur. « Miles, tu es en sécurité ici. Personne, absolument personne ne peut entrer ici sans notre autorisation. » Il jeta un coup d'œil sur le côté. « Et ne dis pas à ta tante que je t'ai montré ça. » Il écarta son manteau pour que je puisse voir le pistolet qu'il portait dans son étui. « C'est juste une protection supplémentaire, mais je n'en aurais même pas besoin. » J'acquiesçai, me sentant un peu plus en sécurité, mais pas complètement. J'étais toujours inquiet, non seulement pour moi, mais aussi pour Janine et Anton. L'heure du coucher approchait, et tante Janine, avec une perspicacité habituellement réservée aux mères de longue date, savait la seule chose qui pourrait me faciliter un peu la nuit. « Miles, tu veux dormir dans notre chambre ce soir ?» demanda-t-elle. « Oui. » J'ai souri et j'ai acquiescé à l'invitation. Nous pourrions tous veiller les uns sur les autres. Ils me protégeraient et je pourrais les avertir si quelqu'un entrait. Ils ont posé des couvertures douillettes par terre pour moi, juste à côté de leur lit. C'était un endroit agréable et protégé, dans le grand espace entre le lit et le mur. Je ne parvins pas à m'endormir pendant quelques heures, mais j'entendais Janine et Anton commencer leur sommeil nocturne. Leur respiration devint rythmée et presque mélodieuse. J'écoutais attentivement le moindre bruit qui aurait pu sortir de l'ordinaire, mais rien d'anormal ne se fit entendre. Il y avait une horloge qui faisait tic-tac quelque part dans la maison, et de temps en temps, une voiture passait dehors. Finalement, ma fatigue l'emporta sur mon inquiétude, et je finis par m'endormir. Le rêve que j'ai fait cette nuit-là était différent de tous ceux que j'avais fait auparavant. Je me trouvais dans ce qui semblait être un grand garage, du genre de ceux où les mécaniciens travaillent sur les voitures. Tout autour de moi, des pièces automobiles étaient éparpillées sur le sol, des pneus étaient empilés et un vieux châssis rouillé occupait le centre de la pièce. De la crasse coulait des murs. La pièce était éclairée par une seule lampe suspendue au plafond. J'ai immédiatement su que je rêvais.
même si c'était la première fois que je faisais un rêve lucide. Dans un coin du garage, j'ai entendu un bruit métallique. Je me suis retourné vers le bruit et dans l'obscurité, l'homme qui avait tué mes parents est apparu. Il cracha un peu de mucosité par terre et s'essuya la bouche avant de s'adresser à moi. « Hé, gamin, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal. J'aimerais vraiment pouvoir te faire taire, mais ça ne marche pas comme ça. » Malgré mon environnement sordide, et peut-être parce que ce n'était qu'un rêve, je ne ressentais ni colère ni peur. Contrairement à l'année précédente, j'ai tout de suite trouvé ma voie. « Pourquoi veux-tu me faire taire ? Je ne parle presque jamais. » Quand on pense à certaines autres questions évidentes, je sais que cela peut paraître étrange que j'ai choisi de commencer par ces questions. J'aurais pu demander qui était cet homme, pourquoi il avait tué mes parents, et pourquoi il s'intéressait à moi. C'étaient les questions que je me posais vraiment, mais ma participation au rêve était guidée, comme si mes actions n'étaient pas entièrement les miennes. L'homme a finalement répondu. « Bon sang, vous les silencieux, vous êtes les plus bruyants de tous. Vous n'arrêtez jamais de penser. Une pensée après l'autre, vous les enfants. Vous ne pouvez jamais simplement éteindre votre cerveau. Donnez-moi juste un grand gueulard. Ces enfants-là ne pensent jamais à rien. Je vais te dire, si ça ne tenait qu'à moi, je vous arracherais tous la tête et j'en finirais avec ça. Mais comme je l'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas le droit de faire de mal à un enfant. » Je regardai autour de moi et compris peu à peu. « Ce n'est pas mon rêve, n'est-ce pas ? » Quelle question stupide. As-tu déjà rêvé d'un endroit comme celui-ci ? Bien sûr que non. C'est mon rêve, petit. Je suis garé juste devant chez toi. Je voulais juste prendre un moment pour jeter un œil. Ma peur de cet homme, que j'avais réussi à contrôler jusqu'à présent, a lentement commencé à refaire surface. Il a vu le désespoir se répandre sur mon visage. « T'as été sage cette année ?» Il a gloussé. « En fait, ouais, tu as été sage. Tu te souviens de ce que j'ai dit la dernière fois ? Je donne aux enfants ce qu'ils demandent, aux gentils comme aux méchants. » Je secouai la tête. « Je n'ai rien demandé. » Je parlais avec une assurance que je ne ressentais pas vraiment. « Bien sûr que si. Vous les enfants, vous demandez toujours quelque chose. Et ne t'inquiète pas, tu vas l'avoir. » La pièce et l'homme commencèrent à s'estomper. « À l'année prochaine, petit. J'ai le sentiment que toi et moi allons faire partie de la vie de l'un et l'autre pendant bien longtemps. » Ce furent les derniers mots que j'entendis. Une blancheur pure m'envahit, puis je m'endormis paisiblement. J'ouvrais les yeux. Dehors, derrière la fenêtre, je pouvais voir le ciel gris qui annonçait l'approche de l'aube. La maison était étrangement silencieuse. Trop silencieuse. Je restais allongé sur le sol, à l'écoute du moindre signe de vie provenant de ma tante et de mon oncle, mais je n'entendais que les battements de mon propre cœur. Je voulais m'asseoir et les regarder, mais j'avais peur de ce que j'allais découvrir. Le rêve m'avait semblé si réel que je ne savais pas quoi penser. J'ai continué à écouter. « S'il vous plaît, » me suis-je murmuré. « Laissez-moi les entendre respirer. » Plusieurs minutes ont passé. Je n'entendais toujours rien. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage et mon oreiller s'est mouillé. Je savais au fond de moi que je devrais finir par les voir s'ils allaient bien. Je ne pouvais pas rester allongé par terre toute la journée, mais mon instinct me disait que je ne voulais pas voir ce qui se passait là-haut. Puisant dans mes forces les plus profondes, j'ai posé mes mains sur mes yeux et je me suis assis. Lentement, j'ai écarté un seul doigt de mon œil larmoyant. Il n'y avait ni sang, ni trace de violence. J'ai retiré mes mains de mon visage. Je pouvais voir clairement la poitrine d'oncle Anton se soulever et se baisser. Il dormait paisiblement, très tranquillement. Tante Janine s'est retournée dans son sommeil et a marmonné quelques mots incohérents avant de reprendre son repos silencieux. Ah, j'ai souri, puis j'ai ri de soulagement. Je ne voyais aucune trace de la présence de cet homme. Il était encore tôt, mais toute sensation de somnolence avait été balayée par le sentiment d'angoisse que j'avais éprouvé plus tôt. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte miroir du placard.
J'ai regardé mes yeux rougis et je les ai essuyés, tandis que derrière moi, je pouvais voir le reflet de ma tante et de mon oncle qui dormaient profondément. Il n'était pas nécessaire de les réveiller. Je quittai la pièce avec l'intention d'aller chercher quelque chose à manger, probablement un bol de céréales. Je marchai dans le couloir et passai devant le panneau d'alarme accroché au mur. Tous les voyants étaient verts. Les portes, les fenêtres, tout était sécurisé. Personne n'aurait pu entrer. Maintenant, complètement détendu, je traversai le salon pour me rendre dans la salle à manger. C'est alors que je le vis, posé sur la table de la salle à manger. Je me figeai sur place et regardai autour de moi pour voir s'il y avait autre chose qui n'était pas à sa place, mais tout le reste était comme il devait être. Je me suis retourné vers la table et j'ai fixé du regard le magnifique paquet cadeau qui n'était certainement pas là la veille. C'était un grand paquet d'environ 45 cm de côté. Le papier d'emballage qui le recouvrait était rouge vif avec des paillettes partout. Un joli nœud vert le recouvrait. Ma tante et mon oncle avaient décidé que nous ne fêterions pas Noël cette année-là, mais pourtant, un paquet cadeau trônait sur la table de la salle à manger. Je me demandais s'ils avaient changé d'avis. Je me suis approché lentement du cadeau, pas à pas. Je me suis mis debout sur une des chaises de la salle à manger pour pouvoir voir le dessus du cadeau. La personne qui l'avait emballé avait pris son temps. Le couvercle de la boîte était emballé séparément de la boîte elle-même. Je l'ai soulevé, puis j'ai regardé à l'intérieur. J'ai vu exactement ce qu'il y avait dans la boîte, et 3 vérités m'ont immédiatement frappé. La première était que cet homme était entré chez moi. Malgré toutes les mesures de sécurité, il était entré et sorti sans déclencher la moindre alarme. La deuxième était que cet homme avait raison. J'avais demandé quelque chose sans même m'en rendre compte. La troisième vérité était l'acceptation déprimante que ces visites seraient annuelles jusqu'à ma mort. Je me tenais là, sur la chaise, fixant les yeux desséchés de mes parents qui se trouvaient toujours dans leur tête décapitée, elle aussi dans la boîte. J'avais dit que je voulais récupérer mes parents, et l'homme, peu importe comment il s'y était pris, m'avait entendu et avait exaucé mon souhait d'une manière qui correspondait à ses méthodes maléfiques. La vérité ultime que j'ai apprise ce jour-là est que je ne pouvais pas me permettre le moindre écart de conduite et que je ne pouvais rien désirer. J'étais constamment surveillé, mon esprit était continuellement envahi. Mes mauvaises actions seraient sévèrement punies, et même les bonnes actions mèneraient à une récompense malsaine et tordue. Et voilà comment un garçon très sage est devenu un garçon parfaitement sage. Et en tant que garçon parfaitement sage, tous mes désirs devaient être maîtrisés. Sur le plan émotionnel, je devais devenir moins qu'humain, afin que le visiteur n'ait plus de carburant pour alimenter le jeu pervers auquel il se livrait. Bien sûr, personne n'est vraiment parfait. Et il y a eu des dérapages au cours des années suivantes, des moments où j'ai fait un vœu ou demandé quelque chose par inadvertance. Ces dérapages m'ont coûté très cher, mais je ne tiens pas à en raconter toute l'étendue ici. Je pense que j'en ai assez dit pour le moment. Je suis fatigué et abattu, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après 30 ans, je n'ai plus peur de dire que, enfin, je veux que ces souvenirs douloureux disparaissent. Je ne veux plus les garder. Je l'ai même dit à voix haute. Je veux que ces souvenirs disparaissent. Il fait froid dehors en ce moment et il se fait tard. Je pense que je vais me préparer une tasse de chocolat chaud avec de l'amande poivrée avant d'aller me coucher. Cela me rendra heureux. Pour la première fois depuis longtemps, je suis calme et en paix. En regardant par la fenêtre, je peux voir toutes les jolies lumières sur les avant-toits des maisons. Je ne pense pas avoir jamais vraiment eu l'occasion d'apprécier à quel point elles rendent tout festif. Pendant longtemps, je m'en fichais. Mais maintenant, je vais prendre quelques minutes pour en profiter tant que je le peux. Bonne nuit à tous et joyeux Noël.